Salut, je m'appelle Antoine. J'ai vu de mes propres yeux l'ingénieur en chef de notre bataillon, un homme bardé de diplômes et de certitudes, humilier publiquement un gamin de 12 ans, Julien, alors que le moteur de notre unique char était en panne en pleine zone de combat. Il l'a traité de petit morveux qui ferait mieux d'aller se cacher. Personne ne se doutait alors que la survie de notre section tout entière reposait sur ce gamin silencieux qu'ils méprisaient tous du regard. C'était une scène surréaliste, la fierté d'un homme face à l'intuition d'un enfant, avec nos vies en jeu. Vous est-il déjà arrivé de détenir la seule réponse qui compte, mais que personne ne veuille vous écouter à cause de votre âge ou de votre apparence? Avant que je vous raconte comment Julien a reconnu un son que toutes les machines de diagnostic n'ont pas pu déceler, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le visage de cet ingénieur quand le moteur du T-72 a finalement rugi. Le conflit principal s'est noué dans ce garage improvisé, une carcasse d'usine dans une ville bombardée de l'Est. L'air y était glacial, épais, saturé d'une odeur de gazole froid, de métal et de peur. Dehors, le bruit sourd et régulier de l'artillerie lointaine nous rappelait que le temps nous était compté. Au centre de tout ça, il y avait le char, notre unique T-72 encore opérationnel, ou plutôt qu'il l'était. Depuis qu'un obus avait explosé trop près, son moteur refusait de démarrer. Il toussautait un son faible, étouffé, pathétique pour un monstre d'acier de 40 tonnes. L'ingénieur en chef Moreau et son équipe tournaient autour, les mains noires de graisse, les visages tendus par la frustration et l'échec. Leur expertise, leurs manuels, leurs ordinateurs portables, rien n'y faisait. Le char restait silencieux, et avec lui, c'est toute notre ligne de défense qui menaçait de s'effondrer. Dans un coin, à l'écart, se tenait Julien. Il ne disait rien, il observait. C'était l'orphelin que le bataillon avait plus ou moins adopté, une sorte de mascotte silencieuse. Pour la plupart des légionnaires, il était une présence tolérée, un rappel des civils qu'on était censé protéger, mais surtout une distraction potentiellement dangereuse. Ce jour-là, son silence était différent. Il n'était pas passif. Il était concentré, ses yeux fixés non pas sur les hommes, mais sur la machine. Le sergent Roche, un homme pragmatique et usé par des semaines de combat, l'a aperçu. « Gamin, fiche le camp d'ici, tu nous gênes, va à l'abri !» a-t-il lancé sans même le regarder. Julien a fait un pas en avant, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, un mot à peine audible, mais le bruit d'une clé à choc qui tombe sur le béton a couvert sa voix. Il était invisible, un fantôme au milieu du drame. L'ingénieur Moreau, lui, était en pleine représentation. C'était un homme fier de son parcours, de ses galons d'officier, technicien. Pour lui, un problème mécanique était une équation à résoudre selon un protocole strict. Son équipe avait tout vérifié, méthodiquement. Les injecteurs, le démarreur, la batterie, les circuits électriques. Ils avaient de brancher leur valise de diagnostic, qui n'avait renvoyé qu'un code d'erreur générique. Après 2 heures d'efforts vains, Moreau a rendu son verdict d'une voix forte, pour que tout le monde entende. Le choc de l'explosion a dû provoquer une défaillance interne, catastrophique. Fissure du bloc moteur, probablement. C'est irréparable sur le terrain, ce char est perdu. Il y avait dans sa voix une sorte de soulagement, celui de l'expert qui a suivi la procédure et peut désormais se dédouaner de l'échec. La machine était fautive, pas lui. Pendant que les mécaniciens commençaient à ranger leurs outils, vaincus et amers, Julien n'a pas bougé. Il a fermé les yeux un instant, comme pour mieux se concentrer. Je me suis souvenu qu'il m'avait parlé une fois de son père, mécanicien dans un petit village en France. Son père lui disait toujours « Une machine, ça ne ment jamais. Il faut juste apprendre à l'écouter respirer. Elle te dit toujours où elle a mal. » Et c'est ce que Julien faisait. Il n'écoutait pas avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Il sentait la vibration anormale qui parcourait le sol en béton à chaque tentative de démarrage. Ce n'était pas le son d'un moteur qui manque de carburant ou d'électricité. C'était un son étranglé, un son d'étouffement. Il le savait avec une certitude absolue, une connaissance intime qui ne venait d'aucun manuel, mais d'une vie passée à observer et à sentir la mécanique. Soudain, l'ambiance a changé radicalement. Un nouveau son a déchiré l'air, bien plus proche et plus menaçant que l'artillerie habituelle. Un grondement bas, lourd et rythmé, inimitable. Le bruit de chenilles, de plusieurs blindés ennemis en mouvement. La porte du garage s'est ouverte à la volée et un de nos guetteurs a déboulé. Le
Visage blême de terreur. « Sergent, contact, ils arrivent. Une colonne blindée droit sur nous, à moins de 2 kilomètres. » La panique a éclaté. Les visages se sont crispés. Les regards se sont tournés vers le char inutile, notre seul rempart, devenu notre cercueil potentiel. Dans ce chaos, tous les yeux étaient rivés sur le sergent Roche, attendant un ordre. Mais mon regard s'est posé sur Julien. Son visage n'exprimait plus la frustration, mais une urgence désespérée. Il savait que le temps des chuchotements était terminé. Le chaos fut instantané. Le mot « blindé » a agi comme une décharge électrique. Des hommes qui, quelques instants auparavant, étaient affalés par la défaite, couraient maintenant dans toutes les directions, attrapant des armes, des ceintures de munitions. Le cliquetis métallique des fusils qu'on armait résonnait dans le vaste garage. Le sergent Roche aboyait des ordres, la voix rauque d'urgence, essayant d'organiser une défense que tout le monde savait futile. Sans le char, au milieu de ce tumulte, Julien a couru vers lui. Il a tiré sur la manche du sergent, une petite main tenace sur le treillis usé. « Sergent, je sais ce que c'est. Écoutez-moi. » Sa voix était aiguë, perçante, mais noyée dans le vacarme des bottes et des ordres criés. Roche l'a repoussé sans un regard, comme on chasse une mouche. « Dégage, gamin, j'ai pas le temps pour tes conneries. » C'était plus que du mépris, c'était l'instinct de survie d'un homme qui ne pouvait pas se permettre la moindre distraction. Le visage de Julien s'est décomposé, mais Julien n'a pas abandonné. J'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de peur et de détermination farouche. Il a contourné le sergent qui hurlait dans sa radio et s'est dirigé droit vers l'ingénieur Moreau. Moreau était en train de rassembler ses précieux diagnostics, comme pour sauver les preuves de son travail méthodique face à la catastrophe imminente. Julien s'est planté devant lui, le torse bombé, et a répété d'une voix plus forte « Ce n'est pas le bloc moteur, vous n'avez pas écouté le bon son ?» Moreau a levé les yeux de son ordinateur portable, un air de stupéfaction sur le visage. Il a regardé Julien de haut en bas, un petit garçon sale couvert de graisse qui osait remettre en question son diagnostic d'expert. Un sourire méprisant a étiré ses lèvres. C'était la scène la plus surréaliste qui soit, un enfant essayant de sauver nos vies et un adulte dont l'ego était plus important que le danger. La réaction de Moreau fut pire que celle du sergent. Il n'a pas crié, il n'a pas été brutal, il a été condescendant, ce qui est bien plus cruel. Il s'est accroupi lentement pour se mettre au niveau de Julien, comme on le ferait avec un enfant en bas âge qui fait un caprice. « Écoute-moi bien, petit », a-t-il dit d'une voix faussement douce, mais assez fort pour que les soldats les plus proches entendent. La mécanique des chars, ce n'est pas comme réparer une bicyclette. C'est de la science, des protocoles, des choses que tu ne peux pas comprendre. Alors sois gentil et va te mettre à l'abri avec les autres. Puis il s'est relevé et a ajouté en se tournant vers son adjoint, avec un clin d'œil, peut-être qu'on devrait lui donner un tournevis et le laisser essayer. Quelques soldats ont ricané nerveusement. L'humiliation était totale. Public. J'ai senti la rage monter en moi, une colère sourde et impuissante. Je me suis souvenu d'une fois, quelques semaines plus tôt. Le générateur de notre poste de commandement était tombé en panne. Moreau et son équipe avaient passé une demi-journée dessus, changeant des pièces, pestant contre le matériel. Julien était assis à l'écart, comme d'habitude, et il avait fini par murmurer à Chloé, l'infirmière, que le bruit lui rappelait celui d'un filtre à air bouché sur la vieille moissonneuse de son père. Chloé, avec sa douceur habituelle, l'avait répété à un des mécanos, presque comme une blague. Le mécano, à bout de nerfs, avait vérifié par pur dépit. C'était exactement ça, un nid de souris dans le filtre à air. Moreau n'en a jamais rien su, ou a prétendu ne pas le savoir. Mais moi, j'avais vu. Je savais que ce gamin avait un don, une connexion avec les moteurs que ces ingénieurs bardés de diplômes ne pourraient jamais comprendre. Et le voir là, humilié, alors que les chenilles ennemies se rapprochaient, me rendait malade. Abattu, Julien a reculé. Son visage n'était plus qu'un masque de défaite. Les larmes brillaient au coin de ses yeux, mais il les a ravalées avec une dignité qui m'a fendu le cœur. Il est retourné dans son coin sombre, près d'une pile de pneus usés, et s'est assis, la tête entre les mains. Pour tout le monde, l'affaire était classée. Le gamin avait été remis à sa place. Les soldats continuaient leur préparation désespérée. Certains installaient une mitrailleuse lourde près de la grande porte, d'autres empilaient des sacs de sable. C'était une défense de fortune, un baroud d'honneur avant l'inévitable. Le grondement extérieur était maintenant si proche qu'il faisait vibrer le sol en béton.
Ce n'était plus un bruit de fond, c'était une promesse de mort imminente. On pouvait presque distinguer le cliquetis métallique de chaque maillon de chenille. La fin était là, palpable. Le sergent Roche a fini de hurler ses ordres. Un silence étrange est tombé sur le garage, seulement brisé par le bruit des armes qu'on charge et le grondement extérieur. Le silence de l'attente. Roche a regardé ses hommes, le visage dur, puis il a jeté un dernier regard de dégoût au char silencieux, ce mastodonte d'acier inutile. « Préparez-vous à l'impact. Personne ne recule », a-t-il crié, même si on savait tous ce que ça voulait dire. C'est à ce moment précis que Julien a relevé la tête. Il n'avait plus rien à perdre. Son visage était blême, mais ses yeux brûlaient d'une dernière étincelle de défi. Il s'est levé d'un bond, a traversé l'espace qui le séparait, du centre du garage, et il a hurlé. Pas parlé, pas crié. Hurlé avec toute la force de ses poumons, une voix d'enfant déchirant la tension mortelle. Vous n'écoutez pas le bon bruit. Sa voix a résonné contre les murs de tôle, surprenant tout le monde. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le sergent, l'ingénieur, les soldats. Le temps semblait suspendu. Il n'étouffe pas par manque de carburant, il manque d'air, a-t-il enchaîné, le souffle court, les mots se bousculant. Il pointait, un doigt tremblant vers le compartiment moteur du char. C'est comme la vieille moissonneuse de mon père. Quand l'admission était bouchée, elle faisait exactement ce bruit. Un son faible, étranglé, pas un bruit de panne sèche. Il y avait une telle conviction, une telle urgence désespérée dans sa voix que, pour la première fois, un doute a traversé le visage du sergent Roche. Le chaos de la bataille imminente, l'échec total des experts, et ce gamin qui criait une vérité qui semblait à la fois folle et étrangement logique. Dans ce moment de désespoir absolu, la procédure n'existait plus. Seul l'instinct comptait. Le silence qui a suivi son cri était plus assourdissant que le grondement des chars ennemis. Pendant une seconde, l'univers entier sembla retenir son souffle. Chaque soldat, figé dans son mouvement, le dévisageait. L'ingénieur Moreau avait une expression de pure incrédulité, sa mâchoire contractée par l'outrage. Comment ce gamin, cette petite chose insignifiante, osait-il hurler de la sorte, remettre en question non seulement son expertise, mais l'ordre même des choses? J'ai vu dans le regard de certains hommes un éclair de pitié, d'autres de l'agacement. Mais dans les yeux du sergent Roche, il y avait autre chose, une fissure dans sa certitude de roc. Pour la première fois, il regardait vraiment Julien, non pas comme un fardeau, mais comme une variable inconnue dans une équation qui menait de toute façon à la mort. Une possibilité infime, absurde, mais une possibilité quand même. Le grondement extérieur s'est intensifié, tirant tout le monde de cette stase. Ce n'était plus un bruit de fond, c'était devenu une présence physique, une vibration qui parcourait nos corps, faisant trembler les outils sur les établis. On pouvait maintenant entendre le cliquetis métallique et sinistre des chenilles sur le bitume défoncé de la rue. Ils n'étaient plus à 2 kilomètres. Ils étaient là, au bout de la rue, peut-être à quelques centaines de mètres. La panique, un instant suspendue par la surprise, a repris ses droits, plus forte encore. Un des soldats près de la porte a crié « Je les vois, ils tournent au coin de la rue !» Le temps était écoulé, les protocoles, les manuels, l'expertise, tout cela n'avait plus aucune valeur. Il ne restait que les secondes qui nous séparaient de l'enfer, et ce gamin qui se tenait au milieu de tout, tremblant, mais droit. C'est ce qui a fait basculer le sergent Roche. Le désespoir total est un puissant catalyseur. Il a balayé du regard le visage suffisant de Moreau, puis le monstre d'acier silencieux, notre tombeau potentiel, et enfin, Julien. Dans ses yeux, j'ai vu la mort de la procédure, et la naissance d'un pari insensé. Il a fait un pas vers le garçon, ignorant complètement Moreau. Sa voix a tonné dans le garage, couvrant presque le bruit des moteurs ennemis. « Qu'est-ce que tu veux dire? Il manque d'air. Explique-toi, gamin. Et vite. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Un ordre qui changeait tout. Ce n'était plus un adulte qui tolérait un enfant, c'était un chef de guerre acculé qui exigeait une information vitale de la seule source qui semblait en posséder une. Pour la première fois, on donnait une chance à Julien. Julien n'a pas hésité une seconde. La peur sur son visage a été remplacée par une concentration intense, presque effrayante pour un enfant de son âge. Il a couru vers le compartiment moteur ouvert du T-72, ses petites jambes le portant avec une agilité que les soldats lourdement équipés ne pouvaient qu'envier. Il ne s'est pas arrêté pour donner une longue explication théorique. Il a agi.
Il a grimpé sur le châssis, se faufilant entre les câbles et les tuyaux, avec une familiarité déconcertante. « Ici !» a-t-il crié en pointant du doigt un recoin sombre du moteur, une partie que l'équipe de Moreau avait à peine regardée, car elle ne figurait pas dans les pannes électroniques courantes. « Le son, il vient d'ici, c'est l'admission d'air. Principale, elle est bloquée. » Sa voix n'était plus celle d'un enfant, c'était celle d'un mécanicien posant un diagnostic. L'ingénieur Moreau a failli s'étouffer de rage. « C'est absurde !» a-t-il craché, s'avançant à son tour. « L'admission d'air est contrôlée électroniquement, nos diagnostics n'ont rien montré. C'est une perte de temps. Sergent, nous devons évacuer. » Il a essayé de saisir le bras de Roche, de le ramener à la raison, à sa raison. Pour lui, accepter l'idée de Julien, c'était admettre son échec complet, son incompétence face à un gamin des rues. C'était la dernière tentative de l'ego pour survivre face à l'évidence du désastre. Il préférait encore suivre la procédure jusqu'à la mort, plutôt que de laisser un enfant lui prouver qu'il avait tort. Son visage était rouge, ses yeux lançaient des éclairs. Il était prêt à laisser mourir toute la section pour sauver sa fierté d'expert. Le sergent Roche a eu un geste d'une violence contenue. Il a repoussé la main de Moreau sans même le regarder. Son attention était entièrement fixée sur la petite silhouette de Julien penchée sur le moteur. « Vos manuels nous ont conduits ici, Moreau, à 2 minutes de nous faire anéantir. Alors maintenant, vous la fermez et vous le laissez faire. C'est un ordre. » La phrase est tombée comme un coup près. Le silence de Moreau fut immédiat, total. Il recula d'un pas, le visage blême, l'air vidé de toute autorité. La hiérarchie venait de s'inverser sous nos yeux. Le sergent, l'homme le plus pragmatique que je connaisse, venait de miser toutes nos vies sur l'intuition d'un orphelin de 12 ans. Dans le garage, il n'y avait plus que le grondement des chars ennemis et la petite voix de Julien qui guidait le sergent. « C'est une vanne manuelle, une vieille sécurité », expliqua Julien, sa voix maintenant plus calme, précise. L'onde de choc de l'obus a dû la faire tourner et la bloquer en position fermée. Le moteur s'étouffe, c'est pour ça qu'il tousse comme ça. Aucun ordinateur ne peut voir ça. Il faut la forcer à s'ouvrir. Il a montré une grosse molette en métal, couverte de graisse et de poussière, presque invisible pour un œil non averti. Il a essayé de la tourner avec ses 2 petites mains, grimaçant sous l'effort, mais elle était coincée. Il a levé les yeux vers le sergent Roche, un regard de pur défi dans les yeux. « Je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est à vous de le faire. » Il ne demandait pas, il ordonnait à son tour. Le sergent a attrapé une énorme clé à molette sur l'établi. Son visage un masque de tension pure. Le sergent Roche ne perdit pas une seconde. Il empoigna la lourde clé à molette comme si c'était une arme, son arme de la dernière chance. Ses jointures blanchirent sous la pression de sa poigne. Il se hissa sur le char, ses bottes glissant sur le métal huileux, et se pencha sur le compartiment moteur, son large dos courbé au-dessus de la petite silhouette de Julien. Il n'y avait plus de mépris dans son regard. Seulement, une concentration féroce, presque animale. Le bruit des chenilles ennemies était maintenant si fort que c'était une vibration physique, une basse continue qui faisait trembler l'air, le sol, nos propres os. Chaque seconde qui passait était une seconde de gagnée par l'ennemi. Roche ajusta la mâchoire de la clé sur la molette que Julien avait désignée, un petit bout de métal insignifiant qui détenait le sort de nous tous. Il serra les dents et tira de toutes ses forces. Un grognement sourd s'échappa de sa gorge, un son d'effort pur. Le métal de la clé grinça contre celui de la vanne, mais rien ne bougea. C'était comme si la pièce était soudée, figée par des années de crasse et par le choc de l'explosion. Une vague de désespoir traversa le garage. Je vis le visage de Moreau s'éclairer d'un triomphe malsain et fugace. Il avait eu raison, le gamin s'était trompé. C'était fini. Le sergent relâcha sa prise, le souffle court, le visage rouge de frustration. Il jeta un regard furieux à Julien, un regard qui disait « Tu nous as fait perdre un temps précieux ». La tension était insoutenable. Le grondement extérieur semblait maintenant être juste de l'autre côté de la porte en tôle, prêt à l'enfoncer. Mais Julien ne flancha pas. Il secoua la tête avec une impatience d'expert. « Non, sergent, pas comme ça. Vous n'allez jamais y arriver en tirant. C'est bloqué par la corrosion. Il faut donner un coup sec sur le côté pour briser la rouille. Comme quand on dévisse un vieux boulon sur un tracteur. » Il mima le geste avec sa petite main, un coup sec et précis. C'était incroyable de voir ce gamin, au milieu de ce chaos mortel, donner des instructions techniques à un sous-officier de la Légion étrangère. Il ne venait pas de lire ça dans un manuel, il le savait, il le sentait.
C'était la connaissance de son père, la sagesse du garage qui se transmettait à travers lui. Roche le fixa une seconde, son cerveau de soldat traitant cette information contre-intuitive. Puis il hocha la tête, une seule fois. Il allait essayer. À cet instant précis, une rafale de mitrailleuses lourdes percuta la grande porte métallique du garage. Le bruit fut assourdissant. Une série de claquements secs et violents, suivis du sifflement des ricochets qui zébraient l'intérieur de l'atelier. Des étincelles jaillirent dans la pénombre. Tout le monde se jeta à terre, par pur réflexe. « Ils sont là! Ils nous tirent dessus !» hurla un soldat, posté près d'une fenêtre barricadée. La réalité de la bataille nous frappa en plein visage. Ce n'était plus une menace lointaine. C'était une certitude immédiate. La mort était à notre porte, et elle frappait pour entrer. Cette attaque a agi comme un électrochoc, balayant les derniers vestiges de doute. Il ne restait plus que l'instinct de survie et l'ordre insensé d'un enfant. Poussé par cette nouvelle urgence, le sergent Roche se releva. Il ignora les balles qui continuaient de marteler la porte. Il repositionna la clé à molette, non plus pour tirer, mais pour frapper. Il la leva bien haut comme un bûcheron levant sa hache. Toute la force de son corps, toute sa frustration, toute sa peur et son infime espoir se concentrèrent dans ce seul geste. Il abattit la clé sur la vanne avec une violence inouïe. Le choc du métal contre le métal résonna dans tout le garage. Un son brutal et définitif qui couvrit même le bruit de la fusillade. Ce n'était pas un geste de mécanicien, c'était le geste d'un homme qui se battait pour sa vie et pour celle de ses camarades, en suivant la seule piste qu'il lui restait, aussi folle soit-elle. Un bruit terrible se fit entendre, un craque sonore, le bruit de quelque chose qui se brise, qui cède enfin après une longue résistance. Ce n'était pas un son net, mais un grincement de métal rouillé qui se déchire. Pendant une fraction de seconde, personne ne sut si la vanne avait tourné ou si le sergent l'avait simplement pulvérisé. Moreau laissa échapper un petit hoquet de surprise. Le sergent Roche, haletant, recula d'un pas, la clé à molette encore fumante dans sa main. Il regarda la vanne, puis il regarda Julien. Le garçon n'avait même pas besoin de vérifier. Il avait entendu le son, le bon son, le son de la libération. Il avait un léger sourire aux lèvres, un sourire de pure satisfaction, presque déplacé dans ce décor d'apocalypse. Le temps semblait s'être arrêté. Le silence à l'intérieur du garage contrastait violemment avec le vacarme de la bataille à l'extérieur. Tous les yeux étaient tournés vers le compartiment moteur, attendant un signe, un miracle. C'est Julien qui brisa le silence. Il ne regardait plus le sergent. Son regard était fixé sur le poste de pilotage, où le conducteur du char était resté figé, les mains sur les commandes, les yeux écarquillés par la scène. La voix de Julien retentit, claire et forte, tranchant à travers la tension comme une lame. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ordre. « Maintenant !» cria-t-il au pilote. « Démarrez le moteur !» C'était le pari final, soit le silence de la défaite, soit le rugissement de la survie. Le pilote, un jeune caporal dont je n'ai jamais su le nom, resta figé une seconde, la main suspendue au-dessus de la clé de contact. Autour de nous, la fusillade s'intensifiait. Les balles traçantes zébraient l'obscurité derrière les fenêtres barricadées. Mais à l'intérieur du garage, un silence de mort s'était installé, un vide sonore, où seule la voix de cet enfant résonnait encore. Tous les regards étaient rivés sur le poste de pilotage. Chaque homme retenait son souffle, une prière silencieuse sur les lèvres. C'était un moment absurde, presque mystique. Le destin d'une trentaine de soldats, de tout un secteur de la ligne de front, reposait sur le contact électrique que ce jeune caporal s'apprêtait à établir, sur la foi d'un diagnostic murmuré par un orphelin couvert de graisse. Sa main tremblait légèrement en descendant vers la clé. Il tourna la clé. Le premier son fut une déception brutale, un coup de poignard dans notre espoir naissant. Le démarreur gémit, suivi non pas d'un rugissement, mais d'une toux rauque et asthmatique. Un hoquet métallique, pathétique, qui mourut presque aussitôt. Un silence encore plus lourd s'abattit sur nous. J'ai vu le visage de l'ingénieur Moreau se fendre d'un rictus de triomphe malsain, je vous l'avais bien dit, silencieux et méprisant. Les épaules de plusieurs soldats s'affaissèrent. C'était donc ça, une fausse lueur d'espoir avant la fin. Le grondement des chars ennemis semblait se moquer de notre tentative ridicule. Le pilote, le visage défait, s'apprêtait à relâcher la clé, à admettre la défaite finale. C'était fini. Nous avions perdu ce pari insensé. Mais ensuite, quelque chose changea. Julien n'avait pas bougé.
son regard toujours fixé sur le moteur avec une confiance inébranlable. Le pilote, peut-être par pur désespoir ou par une dernière étincelle de foi en ce gamin, donna un autre tour de clé, plus long cette fois. Le moteur toussa de nouveau, mais le son était différent, plus profond, plus guttural. Un panache de fumée noire et épaisse jaillit du pot d'échappement, remplissant le garage d'une odeur âcre de gazole mal brûlé. Le son tenait cette fois. Ce n'était pas un rugissement, mais un battement irrégulier, un cœur malade qui tentait de se relancer. Poum, 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 poum. Le sol commençait à vibrer légèrement sous nos pieds. Ce n'était plus le silence de la mort, c'était le son de la lutte, le son de quelque chose qui revenait à la vie. Et puis le rugissement. Il est parti d'un coup, sans prévenir, un bruit assourdissant, primal, salvateur, qui a explosé dans le garage avec la force d'une détonation. Le moteur diesel du T-72 s'est déchaîné, un monstre de 12 cylindres libérant toute sa fureur contenue. Le sol en béton vibra sous nos pieds, les outils sur les établis se mirent à danser, les tôles du hangar résonnèrent comme si elles allaient se déchirer. Le bruit était si puissant qu'il a complètement noyé le vacarme de la bataille à l'extérieur. Ce n'était pas juste un moteur qui démarrait, c'était le cœur du monstre d'acier qui se remettait à battre, un cœur puissant et enragé. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu de toute ma vie. C'était le son de notre survie. Personne n'a applaudi, personne n'a crié de joie. Le choc était trop grand. Les visages des soldats autour de moi étaient figés dans une expression de pure incrédulité. Les mâchoires pendantes, les yeux écarquillés, ils regardaient alternativement la masse vibrante du char et la petite silhouette de Julien qui se tenait là, immobile, une fine couche de suie sur le visage, avec un léger sourire satisfait. C'était une scène irréelle, comme si un magicien venait d'accomplir un tour impossible. Le choc pur et absolu a balayé la peur, l'adrénaline, la fatigue. Il n'y avait que cette vision, un char de 40 tonnes ramené à la vie par la connaissance d'un enfant que tout le monde avait méprisé quelques minutes plus tôt. Je sentais mes propres yeux s'embuer, non pas de tristesse, mais d'une émotion trop forte pour être nommée. Le sergent Roche était descendu du char. Il ne disait rien. Son visage habituellement dur et impénétrable était un masque d'incrédulité totale. Il a regardé la tourelle du char qui commençait lentement à pivoter, puis son regard est revenu se poser sur Julien. Il ne le regardait plus comme un gamin, ni même comme un soldat. Il le regardait comme s'il voyait un fantôme ou un prophète. Quant à Moreau, il était blême. Appuyé contre un mur, il semblait avoir vieilli de 10 ans en 30 secondes. Son univers de certitude, de protocole et de manuel venait de s'effondrer devant ses yeux, pulvérisé par le rugissement d'un moteur et la clairvoyance d'un enfant. C'était l'humiliation la plus totale, la plus silencieuse et la plus dévastatrice que l'on puisse infliger à un homme comme lui. Le charme fut rompu par la voix du pilote qui crépita dans l'interphone du char, une voix pleine d'une joie féroce. « Moteur opérationnel, tout système au vert, on attend vos ordres, sergent. » Le sergent Roche sembla sortir de sa transe. Un éclair de prédateur passa dans ses yeux. Il attrapa sa radio, son visage transformé. Sa voix, quand elle tonna dans le garage, n'était plus celle du désespoir, mais celle du chasseur. « À tous les hommes, ici Roche. Le gros est de retour dans la partie. Préparez-vous à contre-attaquer. » Puis il a regardé le pilote à travers l'épiscope et a hurlé, un sourire carnassier aux lèvres. « Pilote, en avant. On va leur montrer comment on accueille les visiteurs. » Le char s'ébranla dans un fracas de chenilles, prêt à défoncer la porte et à déchaîner l'enfer. Le T-72 a foncé droit sur la grande porte en tôle. Il ne l'a pas ouverte, il l'a pulvérisée. Le fracas du métal qui se déchire a été suivi par le rugissement du monstre d'acier se jetant dans la rue. Depuis l'intérieur du garage, on a vu une scène de chaos pur. Les blindés ennemis qui avançaient en toute confiance vers ce qu'ils pensaient être une position sans défense se sont retrouvés face à un prédateur enragé. Le premier tir du canon principal a secoué notre bâtiment jusqu'à ses fondations. Une explosion aveuglante a illuminé la rue, suivie d'une boule de feu là où se trouvait le premier véhicule ennemi. Les tirs de mitrailleuses du char crépitaient sans relâche, fauchant l'infanterie qui accompagnait les blindés. C'était un massacre. La situation s'était inversée en moins de 30 secondes. Ce n'était plus une défense désespérée, c'était une chasse. Après le départ du char, un silence étrange est retombé dans le garage, seulement troublé par les échos de la bataille. Nous nous sommes tous regardés, les visages encore marqués par l'incrédulité. Puis lentement, tous les regards ont convergé vers Julien.
Il était toujours là, près de la pile de pneus, comme si de rien n'était. Mais il n'était plus un fantôme. Il était le centre de notre univers. Mon regard a ensuite croisé celui de Moreau. L'ingénieur en chef était assis par terre, le dos contre le mur, son ordinateur portable oublié à ses pieds. Il ne regardait rien en particulier, ses yeux étaient vides. Ce n'était pas de la colère ou de la frustration que je lisais sur son visage, mais le vide absolu d'un homme dont toutes les certitudes, toute la carrière, tout l'orgueil venaient d'être anéantis par un enfant et une vieille vanne rouillée. La bataille n'a pas duré longtemps. Privés de l'effet de surprise et faisant face à une résistance féroce et inattendue, les assaillants se sont repliés en désordre. Le silence est revenu, lourd, seulement brisé par le crépitement de quelques incendies dans la rue. 1 heure plus tard, le T-72 est revenu dans le garage, se garant à sa place initiale. Il était marqué par des impacts, de la suie couvrait une partie de sa tourelle, mais il était vivant. Les membres de l'équipage sont sortis, épuisés, couverts de sueur mais un sourire de triomphe sur les lèvres. Le pilote a été le premier à voir Julien. Il s'est approché de lui a donné une grande tape dans le dos qui a failli le faire tomber et a dit d'une voix rauque « On te doit une fière chandelle, gamin ». Les autres soldats ont acquiescé en silence. Le mépris avait disparu de leurs yeux, remplacé par un respect profond et sincère. C'est alors que le sergent Roche s'est approché. Le bruit de ses bottes sur le béton était le seul son dans le garage. Il s'est arrêté devant Julien qui a dû lever la tête très haut pour le regarder dans les yeux. Le sergent n'a rien dit pendant un long moment. Il a juste regardé le garçon, son visage habituellement si dur, traversé par une émotion complexe. Puis, lentement, dans un geste presque cérémoniel, il a défait l'écusson de son bataillon de son bras. C'était l'insigne de la Légion, un symbole sacré, gagné par le sang et la sueur. Il l'a tendu à Julien et l'a déposé dans sa petite main couverte de graisse. « Bienvenue dans l'unité, Julien », a-t-il dit simplement. Sa voix était grave, presque un murmure. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Ce simple geste valait plus que toutes les médailles du monde. Julien était devenu l'un des nôtres. À partir de ce jour, tout a changé pour Julien. Personne ne lui a plus jamais dit de ficher le camp. Au contraire, on lui a aménagé un petit coin dans l'atelier, avec sa propre caisse à outils, récupérée sur un véhicule détruit. Il est devenu le chuchoteur de char, notre porte-bonheur, notre génie secret. La scène la plus marquante a eu lieu 1 semaine plus tard. Le générateur principal du camp était de nouveau en panne. J'ai vu Moreau, l'ingénieur, s'approcher de Julien avec une hésitation visible. Il avait l'air plus petit, moins arrogant. Il a montré le générateur du menton et a dit d'une voix basse, presque suppliante, « Julien, tu pourrais venir écouter? Je n'arrive pas à trouver. » Julien a simplement hoché la tête et l'a suivi, sa petite caisse à outils à la main. L'expert demandait de l'aide à l'enfant. La boucle était bouclée. Cette histoire est devenue une légende dans le bataillon. On la racontait aux nouveaux arrivants, non pas pour se vanter, mais comme une leçon essentielle. Ce jour-là, dans ce garage froid et graisseux, nous avons tous appris quelque chose de fondamental. Nous avons appris que le courage et le génie ne portent pas toujours un uniforme ou des galons. Nous avons compris que l'expertise ne se mesure pas seulement en diplôme ou en année de service, mais aussi en intuition, en écoute, en une connexion que les manuels ne pourront jamais expliquer. La plus grande des sagesses se trouve parfois là où on s'y attend le moins, dans la voix d'un enfant que tout le monde a choisi d'ignorer. Et cette vérité, plus puissante que n'importe quelle arme, est restée gravée en nous pour toujours, un rappel constant de notre propre aveuglement et du jour où nos vies ont été sauvées, par un petit chuchoteur de char. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de son propre chemin, même quand ce n'est pas ce que les autres attendent. Merci de m'avoir écouté. À partir de ce jour, tout a changé pour Julien. Il n'était plus jamais le gamin qu'on devait écarter du chemin. Au contraire, on lui a aménagé un petit coin bien à lui dans l'atelier, avec une caisse à outils récupérée sur un véhicule détruit. Il a lui-même briqué jusqu'à ce qu'elle brille. Il est devenu officiellement le chuchoteur de char, notre porte-bonheur, notre génie secret. La scène la plus surréaliste, celle qui a scellé sa nouvelle place, a eu lieu 1 semaine plus tard. Le générateur principal du camp était de nouveau en panne. J'ai vu Moreau, l'ingénieur, s'approcher de Julien avec une hésitation qui en disait long. Il avait l'air plus petit, moins arrogant,
Il a montré le générateur du menton et a dit d'une voix basse presque suppliante « Julien, tu pourrais venir écouter? Je n'arrive pas à trouver. » Julien a simplement hoché la tête et l'a suivi, sa petite caisse à outils à la main. L'expert demandait de l'aide à l'enfant. La boucle était bouclée. Cette histoire est devenue une véritable légende dans le bataillon. On la racontait aux nouveaux arrivants, non pas pour se vanter de notre victoire, ce jour-là, mais comme une leçon essentielle, une sorte de rite de passage. C'était un avertissement contre l'arrogance et la certitude aveugle. Dans ce garage froid et graisseux, nous avons tous appris quelque chose de fondamental. Nous avons appris que le courage et le génie ne portent pas toujours un uniforme ou des galons, qu'ils peuvent se cacher derrière le visage sale d'un gamin de 12 ans. Nous avons compris que l'expertise ne se mesure pas seulement en diplôme ou en années de service, mais aussi en intuition, en écoute, en une connexion que les manuels et les ordinateurs ne pourront jamais expliquer. C'était la preuve vivante que la solution la plus simple est parfois celle que notre orgueil refuse de voir. Pour ma part, ce jour-là a changé ma façon de voir les hommes et la guerre. J'ai compris la différence entre le savoir et la connaissance. Moreau savait des milliers de choses, il avait des protocoles pour tout. Julien, lui, connaissait les machines. Il ne les analysait pas, il les ressentait, il dialoguait avec elles. J'ai vu l'échec d'un système rigide, incapable de s'adapter face à la victoire d'un instinct pur, d'une intelligence non formatée. C'était une claque pour nous tous, une remise en question de nos propres certitudes. Combien de fois avions-nous ignoré une voix plus faible, une idée qui sortait du cadre, simplement parce qu'elle ne venait pas de la bonne personne? Ce jour-là, j'ai réalisé que l'aveuglement le plus dangereux n'est pas celui causé par la fumée des combats, mais celui causé par notre propre fierté. Le souvenir qui reste le plus gravé en moi est celui de Julien, debout à côté du char dont le moteur rugissait, une fine couche de suie sur le visage, avec ce léger sourire satisfait. Il n'avait pas l'air triomphant, juste en paix. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait parlé le langage de la machine et elle lui avait répondu. Ce jour-là, dans le bruit et la fureur, j'ai compris que les batailles les plus importantes ne sont pas toujours gagnées par les plus gros canons ou les ordres les plus forts. Parfois, elles sont remportées par la voix la plus silencieuse, celle que personne n'écoute, mais qui est la seule à détenir la vérité. La plus grande des sagesses se trouve souvent là où on s'y attend le moins, dans le courage d'écouter une voix que tous les autres avaient choisi d'ignorer. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent ignoré, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il faut croire en son instinct même quand personne d'autre n'y croit, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. C'est en écoutant ces voix différentes qu'on trouve parfois les solutions les plus inattendues. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de son propre chemin, même quand ce n'est pas celui que les autres attendent ou comprennent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien est précieux.